Une jeune fille disparaît alors que sa voiture est tombée en panne. Un gentleman au volant d'un fourgon s'est arrêté pour l'aider. Les témoins oculaires donnent des versions différentes de la scène. C'est frustrant quand les déclarations des témoins ne se recoupent pas. Une preuve microscopique recueillie sous les ongles de la jeune fille et une marque de morsure fournissent des indices, mais est-ce suffisant? Ça n'aurait pas dû se produire. Ma sœur devrait être ici aujourd'hui. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Certaines affaires se présentent comme un véritable catalogue des techniques dont disposent des experts. Et leur étude pourrait constituer le vade-mecum d'un futur inspecteur de la police judiciaire. Ainsi, dans l'enquête que je vous invite à suivre maintenant, verrons-nous que pour confondre un assassin présumé, en plus des analyses de sang et d'ADN, les spécialistes ont eu recours à des études de fibres, de traces de pneus, d'empreintes digitales, de marques de morsures et de blessures. Nous verrons aussi que cette panoplie de techniques aurait été inutile si les policiers n'avaient pas bénéficié d'un coup de chance inespéré. L'église du Tabernacle de la Foi est une véritable institution à Fort Lauderdale, en Floride. Elle compte environ 1000 fidèles. La famille d'Acosta en fait partie. Pour nous, l'église n'était pas seulement un endroit pour célébrer et servir Dieu, elle était aussi un lieu de vie sociale où nous pouvions retrouver nos amis. Les sœurs d'Acosta, Rachel et Donia, vont à l'église 3 ou 4 fois par semaine. Elles s'y rendent habituellement ensemble. Mais une nuit de décembre, Donia décide d'y aller seule car sa sœur a des devoirs à faire. C'est la dernière fois que sa famille verra Donia en vie. Maman a frappé à la porte et m'a demandé si ma sœur était rentrée. Elle n'était pas à la maison. Je me suis dit, oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose. La famille de Donia la cherche dans tout le quartier. Je ne l'ai pas trouvée. Je suis allée à l'église, je ne l'ai pas trouvée. Sur le chemin du retour, j'ai retrouvé sa voiture, mais elle n'était pas dedans. Une jeune fille de 21 ans, intelligente, avec un bon niveau d'instruction, qui allait à l'église et poursuivait ses études pour devenir infirmière. La voiture de Donia est retrouvée à un peu plus de 3 km de chez elle, sur le bord d'une autoroute. J'ai fait un rêve et j'ai su que quelque chose de terrible s'était produit. Le réservoir d'essence de la voiture est vide. Ça lui était déjà arrivé de tomber en panne d'essence avec sa voiture. Elle pouvait très bien avoir eu le même problème. On a appris que Donia transportait toujours un bidon d'essence dans son coffre, mais on n'a pas retrouvé ce bidon. Les témoins de la station-service située à moins d'1 kilomètre déclarent avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Donia. Elle est allée à la station-service et a utilisé sa carte de crédit pour acheter de l'essence. Elle a pris quelques litres pour remplir le bidon et remettre de l'essence dans sa voiture. D'après les témoins, Donia n'était pas seule. Un gentleman au volant d'un fourgon s'est arrêté et a gentiment proposé son aide à Donia. Selon les témoins, cet homme lui a dit qu'il pourrait la ramener à sa voiture et l'aider. Les témoins décrivent cet homme, ce qui permet d'établir un portrait robot. Les deux témoins ont déclaré que le conducteur était un Afro-Américain, d'une bonne trentaine ou d'une petite quarantaine. Un homme de 40 ans environ, bien habillé, qui s'exprimait très bien. Malheureusement, les témoins ne sont pas d'accord sur la couleur du véhicule. L'un dit qu'il est bleu canard, l'autre affirme qu'il est bordeaux. Les deux témoins étaient sûrs de leur version. Ils sont tous deux restés sur leur déclaration. Pour la couleur, ça pouvait être l'une ou l'autre. Le fourgon pouvait être bordeaux ou bleu. Les enquêteurs ne peuvent pas s'appuyer sur les images de vidéosurveillance de la station-service. Le fourgon était apparemment hors champ. L'un des témoins se souvient avoir vu le mot « espoir » peint sur le côté du fourgon. Ça, ils n'avaient pas pu l'inventer. Même si les souvenirs des témoins divergeaient au niveau de la couleur du véhicule, j'étais persuadé que le mot « espoir »
figurait bien quelque part sur le fourgon. La police décide de ne pas dévoiler cette information aux médias. Mais le fourgon est la seule piste dont elle dispose. En général, lorsqu'il y a présomption d'enlèvement, avoir 2 témoignages est un avantage pour les enquêteurs, mais pas dans l'affaire Donia d'Acosta. Les 2 témoins ont vu la même chose, mais chacun donne une description différente du fourgon dans lequel Donia a été vue vivante pour la dernière fois. Leur description divergeait au niveau de la couleur et du marquage, l'inscription qu'il y avait sur le côté du fourgon. Je ne choisis pas mes témoins. Je dois travailler avec les déclarations qu'ils me font. Donia d'Acosta, une jeune fille pieuse et appréciée de sa communauté, a mystérieusement disparu au volant de sa voiture après s'être arrêtée dans une station-service pour acheter du carburant. Un homme conduisant un fourgon aurait été le dernier à lui avoir adressé la parole. Fort de cette information, les enquêteurs recueillent les témoignages de plusieurs personnes qui ont assisté à la scène. Mais leurs observations divergent sur la couleur du véhicule. Rien d'étonnant à cela, selon les statistiques policières, 75% des témoignages oculaires sont erronés. Et à ce propos, je me souviens d'une affaire curieuse. Elle s'était déroulée la nuit dans un quartier résidentiel de Sydney, dans lequel une jeune femme avait été assassinée. Les 4 témoins interrogés avaient fourni 4 dépositions contradictoires. L'un affirmait que le meurtrier était un noir aux cheveux teints en blond. Un autre qu'il s'agissait d'un hispanique portant un bonnet de ski. Le 3e était persuadé que le suspect avait le cheveu châtain. Et enfin, une femme disait avoir vu un blanc portant une perruque verte ou bleue. Pour démêler le vrai du faux, un policier était retourné sur la scène de crime pour y photographier un homme d'une taille proche de celle de l'assassin. Et à sa grande surprise, il s'était aperçu que sur les photos, la couleur de la peau variait, comme celle des cheveux, qui apparaissaient alternativement bleu, blond ou châtain. Explication. La nature différente des sources lumineuses qui éclairaient la rue, lampadaires, réverbères, modifiait les couleurs perçues. Conclusion, tous les témoins avaient raison. Au fur et à mesure de son déplacement, le meurtrier s'était transformé, en quelque sorte, à leurs yeux, comme un caméléon. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre affaire. L'un des témoins dit avoir vu le mot « espoir » sur le côté du fourgon. Les inspecteurs Ken Kaminski et Glenn Bukata contactent alors tous les organismes de la région dont le nom contient le mot « espoir ». Il y en a plus de 100. J'ai appelé tout le monde, j'ai appelé toute ma famille à l'aide. On a imprimé des avis de recherche avec sa photo et on a commencé à les distribuer aux gens dans la rue. Mais 3 jours après la disparition de Donia, un ouvrier retrouve le corps de la jeune fille près d'une benne à ordures dans une zone industrielle située à plus de 30 km. La jeune fille était enveloppée dans des draps et dans un rideau de douche. Sa tête était recouverte d'un sac poubelle. Il y avait les infos à la télé. Je me souviens qu'ils ont enchaîné en annonçant qu'un cadavre avait été découvert à Auckland Park. Puis j'ai vu le visage de ma sœur s'afficher à l'écran. J'ai pensé, oh non. Je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas elle, pourvu que ce ne soit pas elle. J'étais dans la chambre, j'ai regardé dans la foule et j'ai vu ces agents de police arriver. J'ai vu un aumônier puis un autre aumônier. En les voyant s'approcher, j'ai dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» C'est là qu'ils me l'ont dit. Donia est nue et son corps est parsemé de fibres de moquette marron. Le médecin légiste estime qu'elle a été tuée à peine quelques heures après sa disparition. D'après l'état de décomposition du corps, la mort remontait à environ 36 heures. Les enquêteurs remarquent une empreinte de pneu sur le drap qui recouvrait le corps de Donia. On l'avait enroulé dans un drap et jeté là, comme une poubelle. C'était très choquant.
Il y avait quelques traces de pneus avec des débris sur la chaussée. Elle se prolongeait sur la jambe de la défunte, là où elle avait été enveloppée dans le drap. Et on les retrouvait sur le drap. Le drap est de couleur rouille, brun foncé, ce qui complique l'analyse de l'empreinte. L'empreinte était à peine visible, du caoutchouc noir au-dessus de ce tissu. Pour bien différencier les deux, on a utilisé différentes sources de lumière pour atténuer la couleur du drap et accentuer le contraste avec l'empreinte, qui elle était noire. Les enquêteurs prennent des photos en noir et blanc et en couleur. Mark Soukomel parvient à obtenir le profil de la bande de roulement du pneu. Malheureusement, il n'est pas assez grand pour en déterminer la marque et le modèle. Les enquêteurs utilisent également des vapeurs de superglue pour rechercher des empreintes sur les sacs poubelles et le rideau de douche dans lesquels le corps de Donia était enveloppé. Ils relèvent 6 empreintes partielles et 2 empreintes complètes. Elles ont été confiées à nos spécialistes des empreintes latentes. Une recherche a été effectuée dans notre fichier d'identification, mais on n'a trouvé aucune correspondance. Le médecin légiste constate que Donia a été violée et torturée. Il observe plus de 36 blessures en forme d'étoile sur sa poitrine. Les blessures au niveau de la poitrine étaient superficielles. En d'autres termes, l'arme n'avait pas traversé la paroi de la cage thoracique. Ce ne sont donc pas ces blessures qui ont provoqué la mort. C'est comme si le meurtrier se tenait au-dessus de la jeune fille et la poignardait, mais juste pour lui faire mal. Donia est morte d'un coup au crâne, porté avec le même instrument en forme d'étoile. Il lui a frappé dans la tête et ça a traversé le crâne. C'était le coup de grâce, c'est ça qui l'a tué. Près de la blessure mortelle, le médecin légiste remarque une ecchymose bizarre en forme de fer à cheval. Personne n'arrive à définir ce qui l'a provoqué. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une mort si atroce? Le tueur a laissé une marque de morsure sur le bras droit de Donia. Le docteur Steven Rifkin la photographie et constate quelques caractéristiques inhabituelles. Le tueur a des espaces entre les dents de devant, au niveau de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Les enquêteurs trouvent également des cellules cutanées sous les ongles de Donia. À la satisfaction des enquêteurs, le prédateur a laissé un nombre impressionnant d'indices sur et autour du cadavre de la jeune fille. Des sacs poubelles et un rideau de douche, un drap, une empreinte de pneu, des traces de coups portés avec un instrument inhabituel, une marque de morsure, des fragments d'ADN. Pour autant, ces éléments seront-ils suffisants pour identifier le tueur? Les empreintes digitales ne sont pas répertoriées dans les fichiers et les dentistes interrogés ne possèdent pas de radiographie de denture correspondant à la marque laissée par l'assassin. Jour après jour, l'étau se referme autour du meurtrier. 8 jours après le meurtre de Donia d'Acosta, la police a enfin une piste. Une personne qui vit à seulement 2 pâtés de maison de la famille de Donia conduit un fourgon Bordeaux appartenant à l'Église de Dieu. J'ai reçu un appel téléphonique. On m'a dit qu'il y avait plusieurs hommes à Deerfield Beach qui utilisaient un fourgon d'église Bordeaux. Ils vivaient un peu au nord de la station-service. On s'est rendu chez eux et on a fini par les surveiller. Les inspecteurs Ken Kaminski et Glenn Bukata observent 4 hommes monter à bord du fourgon, puis prendre la route. Ils les arrêtent pour inspecter le véhicule. Dans le fourgon, ils découvrent une robe à fleurs qui correspond à la description de celle que portait Donia avant de disparaître. Ils saisissent donc le véhicule. Mark Soukomel compare alors les pneus du fourgon aux empreintes retrouvées à proximité du corps de Donia. Ça ne correspondait pas.
Daphne Beau a déclaré que la robe que j'avais trouvée n'était pas celle de sa fille. Donc le fourgon qu'on avait saisi n'était pas celui qu'on recherchait. Aucun des hommes n'a de casier judiciaire et ils acceptent tous de faire un prélèvement ADN. Nous avons pu disculper les 4 suspects en comparant leurs échantillons à l'ADN que nous avions prélevé sur le corps. Les hommes sont libérés et l'affaire classée. À l'époque, on pensait tous que Bukata et Kaminski cherchaient une aiguille dans une botte de foin. Mais 10 mois après le meurtre de Donia, un autre fourgon attire l'attention des enquêteurs. Je regarde le fourgon et je réalise qu'il est bleu canard. Je regarde un peu plus près et là je vois qu'il y a le mot « espoir » sur le côté. On s'est regardé et on s'est dit « Non, ça peut pas être lui ». Nous, on pensait que le fourgon était Bordeaux. Le fourgon est garé devant le centre d'accueil de Génération Espoir à Fort Lauderdale. Ce centre d'accueil de jour est affilié à une église locale, mais pas à celle que fréquentait Donia. Le fourgon était bleu, pas Bordeaux. Mais les lettres H-O-P-E formant le mot Hope, qui signifie espoir en anglais, étaient bien de couleur Bordeaux. Les enquêteurs sont accueillis par le pasteur. Il déclare qu'il ne conduisait pas le fourgon la nuit de la disparition de Donia, mais qu'il est presque certain de l'identité du conducteur. Le pasteur est un homme méticuleux qui conserve des registres détaillés avec des dates et des heures précises. Il a commencé à parcourir ses registres à la date en question, le jour de la disparition puis du meurtre de Donia. C'est à ce moment-là qu'on a appris que Lucius Boyd était le conducteur du fourgon. Lucius Boyd est l'homme d'entretien du centre d'accueil. Il a utilisé le fourgon pour faire des courses la veille de la disparition de Donia. Mais selon les registres du pasteur, Lucius Boyd n'a ramené le fourgon que quelques jours plus tard. Comme personne n'en avait besoin, ce retard est passé inaperçu. Lorsque les enquêteurs regardent à l'intérieur du fourgon, ils découvrent un sac à linge violet, semblable à celui qui était avec le corps de Donia. Les employés de l'église remarquent également que la boîte à outils du fourgon a disparu. Il manquait une scie alternative et un tournevis Torx, et aussi un sac qu'il utilisait pour emmener le linge sale chez le teinturier. Tous ces éléments avaient disparu. Lucius Boyd, 39 ans, habite juste à 2 pâtés de maison de la station-service où Donia a été vue en vie pour la dernière fois. On a découvert que Lucius Boyd était le fils du patron du funérarium Boyd ici à Fort Lauderdale. Lucius Boyd nie toute implication dans le meurtre, mais il n'a pas d'alibi. Et il est connu des services de police. Au cours des 10 dernières années, il a été accusé à 7 reprises d'agressions violentes, allant du viol au meurtre, mais il a jusqu'à présent toujours été acquitté. J'ai rien fait, je sais pas de quoi il parle. J'ai rien fait. Lucius Boyd a également été suspecté dans au moins 10 affaires de meurtre non résolues. Jamais il n'avait été condamné pour l'un de ces crimes-là. Si les enquêteurs ne trouvent pas des preuves solides, ils risquent encore une fois de passer entre les mailles du filet. Lucius Boyd est le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Donia d'Acosta. Les responsables du centre d'accueil qu'il emploie étaient visiblement au courant de ses démêlés avec la justice. Mais vu qu'il n'a jamais été condamné, ils ont toujours supposé qu'il était innocent. Lorsque la police interroge Geneva Lewis, la concubine de Lucius Boyd, elle se montre très coopérative. Elle déclare qu'elle était partie voir sa famille à l'extérieur de la ville le soir du meurtre. La police lui demande si l'un de leurs draps a disparu. Elle est allée voir dans son placard et elle m'a dit qu'il manquait un drap jaune et un drap marron. Des draps de la même couleur que ceux qui enveloppaient le corps de Donia d'Acosta. Sans compter que l'appartement renferme peut-être d'autres preuves. Pendant que je lui parlais, j'ai jeté un œil dans la chambre à coucher et j'ai vu que la moquette était marron. Le corps de Donia était précisément couvert de fibres marron. La recherche et l'identification des fibres sont des éléments précieux pour les enquêteurs. Il existe en effet une quantité innombrable de fibres de toute provenance,
animale, végétale ou synthétique. Elle se transfère en permanence. On peut en déposer des milliers rien qu'en s'asseyant dans le fond d'un divan. L'examen en laboratoire peut parvenir à les identifier sur la base de plusieurs critères. Diamètre, couleur, structure, maillage et présence d'agents chimiques comme des teintures ou des traitements anti-taches. En 2002, après avoir fauché 4 pompiers en intervention sur le bord de l'autoroute A7, un chauffard prend la fuite. Il est arrêté à une station de péage. Les experts du service physique-chimie du laboratoire de police scientifique de Lyon prélèvent sur la calandre de sa voiture des fibres provenant de la chasuble de l'un des pompiers. Accusé d'homicide involontaire, le chauffard est mis en état d'arrestation. Et bien dans notre histoire, la récolte d'indices ne s'arrête pas à la découverte de la moquette dont un morceau a peut-être servi à envelopper le corps de la jeune fille assassinée. Il trouve des taches de sang sous le lit de la chambre à coucher. La moquette était pleine de sang. Les analyses confirment que les fibres marron retrouvées sur le corps de Donia proviennent bien de la moquette de l'appartement de Lucius Boyd. Les empreintes sur les sacs poubelles qui contenaient le corps de Donia ne sont pas celles de Lucius Boyd, mais celles de sa concubine et de leur fils. Ça établissait quand même un lien entre lui et le corps, alors qu'il affirmait qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Les empreintes de pneus sur le drap qui enveloppait le corps de Donia correspondent aux pneus du fourgon qu'il conduisait. Mais sans l'arme du crime, les procureurs vont avoir du mal à déterminer comment Donia a été tuée. Le pasteur de l'église indique aux enquêteurs la marque et le modèle de la scie alternative qui a disparu du fourgon. L'expert médico-légal Allen Greenspan superpose une scie identique sur une photo à échelle réelle de la blessure en forme de fer à cheval observée sur le front de Donia. Il essaie de déterminer si la base de la scie, qu'on appelle le pied, pourrait être à l'origine de cette marque. Les principales caractéristiques, c'est-à-dire l'aspect général du pied, coïncidaient avec l'ecchymose. Les blessures sur la poitrine de Donia sont en forme d'étoile. Or, l'un des outils qui manque dans le fourgon est justement un tournevis à tête en forme d'étoile. Un tournevis identique est superposé sur des reproductions des blessures observées sur la poitrine de Donia. Les motifs correspondent parfaitement. Si vous considérez le crime comme un grand puzzle, on avait là 2 pièces qui s'emboîtaient. On réalise des moulages des dents de Lucius Boyd. Les empreintes de sa dentition coïncident avec la marque de morsure sur le bras de Donia. L'expertise dentaire a permis d'établir de façon quasi certaine que les marques retrouvées sur la victime correspondaient bien aux dents de Lucius Boyd. Les tests ADN prouvent que le sang trouvé dans l'appartement de Lucius Boyd est bien celui de Donia, mais aussi que la peau retrouvée sous les ongles de la jeune fille est celle de Boyd. Le profil ADN que j'ai pu établir pour cet individu correspondait à l'ADN inconnu que j'avais déjà prélevé sur les cuisses et sous les ongles de la victime. Le procureur pense que Donia ne s'est pas méfié de Boyd parce qu'il était bien habillé et conduisait le fourgon d'un centre paroissial. C'est pas loin. C'est sur mon chemin à monter. Non, ça va aller, merci. Vous êtes sûr? Lorsque Donia accepte de se faire raccompagner, Lucius Boyd se saisit de la scie alternative et la frappe à la tête, causant ainsi l'ecchymose en forme de fer à cheval. Il l'emmène ensuite dans son appartement, car sa petite amie est absente ce soir-là. Une fois là-bas, il la viole puis la torture avant de la tuer d'un coup à la tête. Il prend des draps dans le placard pour envelopper le cadavre, puis le met dans un sac poubelle qui porte les empreintes de sa petite amie. Il jette le corps dans une zone industrielle et roule dessus, laissant une empreinte de pneu.
Les preuves montraient de façon irréfutable que Lucius Boyd était incontestablement l'assassin de Donia da Costa. Ma seule consolation dans cette histoire, c'est que ma sœur était un don du ciel. Dieu nous l'a donnée comme un cadeau. Et un jour, au bout de nombreuses années, il l'a rappelée à lui. En janvier 2002, Lucius Boyd est jugé coupable du meurtre de Donia da Costa. Il est condamné à mort. Je suis simplement soulagé que ce monstre soit hors d'état de nuire, pour toujours, définitivement. Et puis, la joie immense que j'ai vue dans les yeux de Daphne Bowe m'a fait du bien. Les enquêteurs pensent que Lucius Boyd a tué au moins 2 autres femmes qui ont mystérieusement disparu après avoir été en contact avec lui. J'espère simplement qu'avant d'être exécuté, Lucius Boyd se comportera en homme et qu'il dira aux forces de police, qu'il me dira à moi ou à n'importe qui, où se trouvent les corps de ces 2 jeunes filles disparues. Les membres de leur famille veulent savoir. Aujourd'hui, la police et les paroissiens se félicitent que Boyd soit enfin derrière les barreaux. Les gens peuvent mentir, mais les preuves, elles, ne mentent pas. Les individus comme Lucius Boyd peuvent inventer n'importe quelle histoire et mentir. Mais leurs mensonges ne pourront jamais faire le poids face à des preuves matérielles. Dans cette affaire, la police scientifique a joué un rôle essentiel, contrairement à toutes les autres affaires dans lesquelles il était impliqué, mais pour lesquelles il n'avait jamais été condamné. Nous avons pu réunir tous ces petits éléments de preuve. Pris individuellement, ils n'auraient pas forcément été décisifs. Mais mis bout à bout, ils nous ont conduits à cet individu et ont permis son arrestation. Lucius Boyd a été mis hors d'état de nuire. Mais avait-il commis d'autres meurtres restés impunis? Selon les policiers, il avait déjà été impliqué à 7 reprises dans des agressions violentes. Et il était lié à 10 affaires de meurtres irrésolus, dont la disparition de 2 jeunes filles. En 1993, après avoir poignardé un homme à mort, il avait été acquitté, les jurés estimant qu'au moment des faits, il était en état de légitime défense. 2 hypothèses peuvent expliquer ces débordements meurtriers. D'une part, le décès de son père, survenu dans sa prime jeunesse, aurait provoqué un choc traumatique le transformant progressivement en sociopathe. Et d'autre part, et surtout peut-être, son addiction à la cocaïne. On sait que l'usage de cette drogue occasionne à long terme des bouffées de délire paranoïaques qui peuvent se traduire par des pulsions suicidaires ou une agressivité incontrôlable. Une question se pose néanmoins. Comment un homme présentant un tel degré de dangerosité a-t-il pu être laissé en liberté sans bénéficier des soins psychiatriques que son état nécessitait? Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles.